messieurs, merci de votre présence. Mesdames et messieurs, je parlerai de la situation de notre pays, le Gabon, sans détour, car dans le moment dramatique que nous vivons, moment fait d'espoir déçu et de doute qui s'installe lourdement, les hommes de cœur doivent voir les choses en face et les dire avec franchise. Chers compatriotes, nous sommes quelques jours après le début de l'année 2025 et cela fait maintenant 16 mois que la transition quasi sous couvre-feu est en place. Mais que retenir depuis le 30 août 2023 et la chute du régime dit ancien? Que retenir sinon que le général président et ses compagnons du CTRI sont loin, très loin d'avoir rempli les engagements pris. À cela, mesdames et messieurs, une seule et unique raison. Le coup d'État qui a été présenté comme un coup de libération n'est rien d'autre qu'une esbrouffe, une entourloupe montée de toutes pièces sur le mode d'un marché de dupes afin de tromper et de mystifier le peuple gabonais. En réalité, il ne pouvait en être autrement. C'est ce que nous enseigne l'histoire, notre histoire. Cela nous permet en réalité de faire le tri entre le bon grain et l'ivraie. En effet, depuis son indépendance octroyée par la France, le 17 août 1960, le Gabon a connu deux coups d'État que tout différencie, tant par la qualité des auteurs que par les buts poursuivis. Dans le premier cas, intervenu en février 1964, des militaires patriotes et nationalistes avaient pris le pouvoir pour opérer une rupture d'avec le régime du président Léon Mba. Même si ce coup de force ne fut pas couronné de succès jusqu'au bout, il a cependant le mérite, avec le recul que nous accorde le temps, de nous montrer en miroir que celui perpétré et réussi par le général président et sa garde républicaine ne visait pas le même objectif. Chers compatriotes, en février 1964, l'opération menée par l'armée gabonaise s'était faite à visage découvert, manière pour les initiateurs et responsables d'en assumer pleinement la paternité. Aussi réunis en un comité révolutionnaire, les identifiés et identités étaient connus. Il n'en est pas de même pour le CTRI, dont les noms et les visages de ses membres sont à ce jour inconnus. Pourquoi un tel mystère, alors que ces derniers prétendent avoir agi au nom du peuple gabonais? De quoi ont-ils donc peur pour ne pas livrer la totalité des visages civils et militaires du CTRI? Que craignent-ils? Cette invisibilité est surprenante. Il apparaît clairement à cet égard que, contrairement à l'heure devancier de 1964, le général président de CTRI prétendent avoir agi au nom du peuple gabonais. Mais ce peuple n'est en réalité
qu'un prétexte. Il sert de faire valoir. Du reste, cela n'est pas étonnant. En effet, le coup d'État du 30 août 2023 l'a été non pas par l'armée gabonaise dans sa totalité, mais par un corps d'armée qui a la particularité de ne pas appartenir au commandement général des forces armées gabonaises. Cette singularité a guidé la préparation et l'exécution de son opération, ce qui induit, à la différence de leurs prédécesseurs, que les intérêts défendus par la garde républicaine, anciennement appelée garde présidentielle, sont d'ordre particulier et corporatiste. En relation avec ce contexte, il est indéniable que le président de la transition de CTRI, malgré les discours et les promesses, ont manqué le coche et ils ont trahi la nation. L'exemple de février 1964 en faveur du peuple n'a pas été suivi. S'il s'était inscrit dans la même logique, comme l'avait été en 2019 le lieutenant Kelly Ondo-Obiang, dont on se demande encore à ce jour pourquoi il est maintenu en détention. Les militaires du CTRI auraient montré que l'action entreprise le 30 août 2023 était totalement désintéressée. En effet, il faut rappeler à cet égard que les tombeurs du président Léomba, après avoir évincé les civils, s'en étaient remis à d'autres civils, en appelant Jean-Hilaire Obama à composer et diriger le gouvernement provisoire qui ne comptait que des civils. Ce faisant, la répartition des rôles était nettement affirmée. Aux civils, la gestion de la cité, aux militaires, la protection de celle-ci, tant au plan intérieur qu'extérieur. Se présentant en libérateur, les auteurs civils et militaires du coup d'État du 30 août 2023 auraient pu adopter la même conduite. En effet, étant intervenus au nom du peuple gabonais et ayant reconnu le caractère tronqué des résultats de l'élection présidentielle de 2023, rien, dès lors, ne s'opposait à ce que, s'érigeant en juge de paix, les militaires protègent le véritable vainqueur de l'élection et s'assurent de son installation sur le fauteuil présidentiel. Alors, pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Mes chers compatriotes, la question est d'importance. En effet, le coup d'État s'étant déroulé sans effusion de sang et sans opposition particulière, aucun obstacle n'empêchait dès lors que le scénario se réalisât. Toutes les conditions étaient réunies pour que le changement au sommet de l'État se produisît de manière apaisée. En d'autres termes, et dans ce contexte, l'acte posé le 30 août 2023 aurait dû avoir pour vocation de faire triompher, dans une phase électorale, la pratique de la démocratie. Cette option n'aurait donc pas dû être d'accaparer le pouvoir du peuple et de le restituer à celui à qui le peuple aura largement confié par un vote libre et assumé. Mais à bien y regarder, ce refus de s'aligner sur la volonté populaire n'était en fait que la matérialisation d'un plan. Révélation nous en est faite par un audio encore disponible sur le net à ce jour. À son écoute, l'on y prend connaissance des raisons profondes pour lesquelles le commandant en chef de la GR a perpétré le coup d'État. Parmi celles-ci, il ne se trouve aucune d'ordre républicain ou patriotique. N'est-ce pas la preuve que si le peuple, lui, regarde vers l'avenir, les hommes en armes, eux, regardent vers le passé et vers leurs intérêts? Pour avoir tourné le dos au choix du peuple, il est difficile de croire, mesdames et messieurs, comme l'affirme le président de la transition du CTRI, que le coup d'État du 30 août 2023 l'a été en réaction à la mauvaise organisation des élections. Si tel avait été le cas, les auteurs et responsables ne seraient pas en liberté. Ils ne seraient pas promus dans de hautes fonctions dans l'État.
ils seraient en détention, jugés et condamnés. En tout point, leur narratif est faux et ne saurait convaincre personne de sérieux. En réalité, le renversement du régime d'Ali Bongo Ondimba n'a été que l'exécution d'une stratégie d'accaparement et de confiscation du pouvoir au fin d'empêcher l'avènement, par la tenance démocratique, d'un nouveau chef d'État qui aurait opéré l'indispensable rupture entre l'ancien régime et ouvert le Gabon à de nouveaux horizons. Il faut croire que beaucoup avaient à y perdre, d'où du reste le refus obstiné quant à la mise en place d'une commission vérité, justice et réconciliation par le président du CTRI et toutes les autres institutions qui n'en sont que des supplétifs. Par sa manière d'être et de faire, le général président tente de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Ce faisant, il bafoue notre dignité de peuple. À ce titre, méfiance et défiance se doivent d'être de mise quand ça le concerne. D'autant que pour atteindre ce but, il est prêt à énoncer des contre-vérités. Aussi n'hésite-t-il pas à recourir au général de Gaulle. Mais ce faisant, il oublie l'essentiel, à savoir une vérité qu'il refuse d'appliquer. En effet, mesdames et messieurs, il faut savoir que le général président a du mal à se faire à l'idée que la politique, tout comme le métier des armes, s'apprend. Ça ne s'improvise pas. Avoir été le porte-serviette d'un président, fut-il Omar Bongo Ondimba, ne peut exempter de la nécessité d'apprendre. L'apprentissage, ici, est un impératif. En politique, faire ses classes est indispensable, surtout dans des pays en développement. C'est une question de culture et de responsabilité. On ne s'improvise pas au sommet de l'État. On n'apprend pas en étant président. L'apprentissage se fait avant. Mes chers compatriotes, ce passage obligé, qui n'a pas été effectué par le commandant en chef de la garde républicaine, lui aurait évité de se prendre de manière répétitive les pieds dans le tapis. Et quand il en est ainsi, il est porté à dire une chose et son contraire. Cette propension à se contredire, voire à se perdre, se révèle notamment dans ses interventions. À toutes fins utiles, qu'il sache que, comme dans l'armée, la politique a ses us et ses codes, sans l'appropriation desquels le novice, sans formation aucune, est toujours démuni devant l'adversité et la gestion de l'État. En pareille situation, il devient menaçant, il perd ses nerfs, il crie, il vitupère, il dénonce publiquement, il voit des complots partout, il espère impressionner. Mais en fait, il n'impressionne personne. Alors pour s'en sortir, il aurait suffi de demander conseil. Avoir l'humilité de demander quoi faire dans quelles circonstances, c'est la marque des grands hommes. Prétendre tout savoir parce qu'on occupe une fonction est la marque des petits. N'ayant pas ces prérequis, le général président devrait avoir la modestie de comprendre une fois pour toutes que l'improvisation au sommet de l'État disqualifie son auteur. Même le général de Gaulle, dont il prétend être légal, parce que, ayant comme lui 2 étoiles, n'a jamais pensé qu'il y avait des générations spontanées en politique. Ici, comme dans l'armée, les carrières se construisent. Ainsi, avant d'être le premier président de la 5e République française, le général de Gaulle a-t-il été, en 1940, sous-secrétaire d'État à la Défense et à la Guerre, dans le gouvernement de Paul Reynaud. On n'improvise pas l'arrivée au sommet de l'État, ça se construit. Que ce soit dans l'armée ou en politique, Charles de Gaulle a avancé par étapes, ne confondant point vitesse et précipitation. De ce fait, jamais
il n'a emprunté le chemin du coup d'État. De Gaulle n'a jamais fait de coup d'État, contrairement à son autoproclamé alter ego. Il faut donc laisser reposer le grand homme en paix sur sa terre de Colombey des deux églises. Son histoire parle pour lui. Elle ne saurait s'accommoder des travestissements de tropiques ni des volontés de faire. Mes chers compatriotes, il est toujours préférable d'éteindre un incendie tant qu'il est encore au début. C'est une façon d'empêcher que l'incendie se propage et se transforme en brasier incontrôlable. Et le cas du Gabon aujourd'hui ressemble à un début d'incendie sous la houlette du général président Choguel Seyteri. Aucune légitimité populaire, et le voilà en train d'agir en despote. À cet égard, n'est-ce pas lui qui, dans le Haut-Ogooué, avait publiquement humilié un jeune compatriote dont le tort à ses yeux avait été de contester la non-conformité d'un projet? Je dois dire à cet effet qu'étant Premier ministre, chef du gouvernement, j'avais déconseillé au chef de l'État, Bongo Ondimba, à l'époque, de réceptionner ces logements parce que c'est un scandale. Ces logements sont un vrai scandale et les populations de Mwanda ont raison de les refuser. Et d'avoir contraint un jeune publiquement à l'humiliation, cela a clairement démontré à la face du monde vers quoi s'oriente le Seyteri, vers le despotisme, vers la dictature. Et nous dirons non, non et non. Mesdames et messieurs, sur la question des droits de l'homme, jamais notre pays n'a été aussi exposé aux humiliations, aux vexations, aux traitements humiliants. Des syndicalistes ont été tondus publiquement, des populations ont été humiliées publiquement, les cheveux coupés, le paroxysme ayant été atteint il y a quelques jours avec la mort par torture des jeunes compatriotes. Et comme du cynisme, il y a un simulacre d'hommage de la nation. C'est d'un cynisme aggravé. Lorsqu'on sait par ailleurs que le général président s'est déplacé en personne dans la maison du défunt, expliquer aux populations et aux parents les méthodes de torture. En bon connaisseur qu'il est, il leur a dit comment ça a pu se passer. Il a parlé du pont, il leur a parlé de cela. C'est aller parler de la corde dans une maison de pendu. Lorsqu'on respecte l'humain, on ne fait pas cela. Voici que nous avons à la tête de l'État, incapable de respecter le deuil d'une famille et d'affirmer à la face du monde de quelle manière il torture les gens. Et à l'heure où nous parlons, des tortures se font dans les geôles du Gabon. Et c'est un fait. Mais la torture, mesdames et messieurs, le Gabon a ratifié tous les instruments. C'est un crime contre l'humanité. Va-t-on avoir à la tête de l'État un criminel contre l'humanité? C'est une question fondamentale. Est-ce que c'est ce Gabon que nous voulons? Est-ce que c'est cela l'essor vers la félicité, mesdames et messieurs? Le président de la transition se veut démocrate. C'est sa liberté, c'est son droit. Mais encore faudrait-il qu'il accepte des principes simples qu'exige ce statut. Il devra comprendre qu'il ne saurait exister en démocratie des relations de domination ou de soumission entre gouvernants et gouvernés. En démocratie, le pouvoir appartient au peuple. C'est le peuple qui est le souverain. Ce n'est pas celui qui détient le pouvoir suprême qui est le souverain. Il n'est que le premier des employés du peuple souverain. Autrement dit, qu'il sache que la gouvernance militaire dans les casernes est une chose, la gestion de l'État avec des civils est autre chose. Personne ne se mettra debout, les deux doigts sur la couture du pantalon. Nul n'abandonnera ses droits, et en tout cas pas nous, ensemble pour le Gabon. Mes chers compatriotes, à quoi avons-nous affaire aujourd'hui? Nous avons affaire à un groupe d'hommes et de femmes qui ont pris le pouvoir par effraction et qui, depuis 16 mois, font pire que ceux qu'ils ont remplacés. Dans tous les domaines de la vie nationale, ce qui se fait aujourd'hui en 15 mois est pire que ce qu'il y a eu en 14 mois, dans tous les domaines. Nous allons les prendre un à un, mesdames et messieurs. Sur la question des finances publiques, la situation du pays est catastrophique. Les finances publiques sont exsangues. Aujourd'hui, les institutions financières les plus sérieuses arrêtent
leur financement en direction du Gabon. Le Gabon se trouve obligé de se tourner vers des personnes morales à la réputation sulfureuse, des personnes morales condamnées par ailleurs devant les tribunaux pour corruption. Voilà que sont eux qui prêtent l'argent à l'État gabonais. Lorsqu'un État agit ainsi, il est sorti de l'État de droit, il est rentré dans l'État de non-droit et dans l'État de fait. L'économie gabonaise est au sol. Ce sont des dizaines d'entreprises qui ont fermé en 15 mois. Des centaines d'emplois qui ont été perdus en 15 mois. Sur la zone d'Onkok, 13 entreprises ont fermé dans les 15 derniers mois. 15 entreprises ont demandé un arrêt pour raisons économiques. Ça fait une trentaine d'entreprises à peu près qui ont fermé sur la seule zone d'Onkok en 15 mois. En 15 mois seulement, la masse salariale, lorsque j'étais Premier ministre, elle était de 685 milliards de francs CFA par an. Aujourd'hui, 15 mois après, elle est à 853 milliards de francs CFA. Voilà ce que c'est le CTI. Voilà le CTI en 15 mois. L'endettement de l'État est passé de 7 000 milliards à 10 000 milliards aujourd'hui, soit une augmentation en 15 mois de 3 000 milliards. Ça veut dire 200 milliards par mois qui sont empruntés par l'État gabonais. Où sont les chantiers? En dehors des chantiers amorcés par les Libanais, on ne voit pas où sont les chantiers de l'État. Où sont les créations d'emplois? On nous a tant promis, on ne voit rien venir. Voilà le vrai bilan du CTI. Et ce n'est pas en insultant Billy Biz qu'on remboursera la dette. Il faut rembourser ces dettes. C'est là. Nous l'avons déjà dit, nous avons prévenu. Et ce n'était pas un jeu de mots. Que personne ne pleure. Ils ont maintenant un bilan. Hier, nous étions, nous, les hommes du passé. Aujourd'hui, ils sont les hommes du passif. Lorsqu'on parle d'une équipe gouvernementale, on dit que c'est un orchestre. Il s'agit de quel orchestre aujourd'hui? Ce n'est pas un orchestre philharmonique, ce n'est pas un orchestre symbolique, symphonique. Il s'agit d'un orchestre de casseroles. Ce gouvernement enchaîne des casseroles. C'est tous les jours un scandale. Scandale dans les régies financières, scandale dans les sociétés de l'État, scandale au FGS, scandale au gouvernement même, où des dizaines de voitures sont détournées par un ministre, au vu au-dessus de tous, et il siège en conseil des ministres le lendemain. C'est un scandale. Scandale d'entendre des ministres à la commission de lutte contre l'enrichissement illicite, et ils sont encore au gouvernement. Et ils doivent négocier avec les bailleurs de fonds. C'est un scandale. Mais ça, mesdames et messieurs, jamais notre pays ne l'avait vécu. Jamais notre pays l'avait vécu. Nous avions pensé que les militaires se montraient rigoureux, mais en 15 mois seulement, ils sont en VX. En 15 mois seulement, les uniformes sont serrés au corps. C'est ça la réalité. La réalité, mesdames et messieurs, ce n'est pas un changement qui a été opéré, c'est un remplacement. La vérité, mesdames et messieurs, c'est que le problème c'était Ali Bongo, il a été remplacé. Mais le système d'Ibongo PDG est en place, et j'y reviendrai. La réalité, mesdames et messieurs, c'est qu'il y en a qui se disent homariens, mais en réalité, ils sont hommes à rien. C'est ça la réalité. La réalité, mesdames et messieurs, c'est que notre pays est à la croisée des chemins. Nous sommes à la croisée des chemins. Le CTI, c'est retour vers le passé, à toute vitesse. Le CTI, c'est le maintien d'un mauvais système en pire. Et les soutiens du CTI qui pensent le défendre se contentent de dire c'était pire avant. On donne donc aux Gabonais le seul choix entre le pire d'aujourd'hui et le pire d'hier. Mais le meilleur existe. Et ensemble, le Gabon entend proposer avec d'autres la voie vers le meilleur pour notre pays. J'y reviendrai. Mes chers compatriotes, il y a quelques jours, mais est-ce que ça aurait pu surprendre, le Parlement de transition et de trahison a adopté à l'unanimité un code électoral d'une très grande iniquité. Ce code électoral, alors qu'Ensemble pour le Gabon et d'autres forces de notre pays avaient fait parvenir des propositions,
demandant l'exclusion totale du ministère de l'Intérieur dans la gestion des élections. On nous fabrique un monstre à 3 têtes. On ne sait pas qui fait quoi, qui dira quoi. Et c'est le ministère de l'Intérieur qui assure l'autorité de tout cela. Autant dire qu'avec ce code électoral que nous rejetons totalement, autant dire qu'on demande au renard de s'occuper du poulailler. Le ministère de l'Intérieur, le même Conseil des ministres qui a annoncé la date des élections, a renouvelé les personnels de commandement. Vous pensez que ça trompe quelqu'un? Quelques jours après, en plein week-end, on renforce les personnels de commandement et les services de sécurité. Vous pensez que ça trompe quelqu'un? On s'apprête à réaliser un coup d'État électoral. Après le coup d'État d'août 2023, après le coup d'État sur la Constitution, après le coup d'État sur le code électoral, maintenant c'est le coup d'État sur les élections qu'on s'apprête à perpétrer. Mais il revient au peuple gabonais. Aucune arme n'est au-dessus du droit de vote. Aucune. J'en reparlerai. Mes chers compatriotes, à la lecture de la loi sur le code électoral qui vient d'être promulguée, Ensemble pour le Gabon note avec gravité une situation qui ne s'est produite dans aucun pays. Pas plus tard qu'hier, avec des compatriotes, Albert Rondosa, Ali Akbar Onanga, Tiakere Mahanga Moussavo était absent. Nous avons rencontré la CEAC. Et j'ai demandé au président de la commission de la CEAC s'il existe un seul pays, en dehors du Gabon, parmi les membres de la CEAC, un seul pays où les militaires sont autorisés à être candidats aux élections. Est-ce qu'un seul pays en Afrique existe une démocratie où les militaires sont autorisés à être candidats aux élections? C'est d'une extrême gravité, mesdames et messieurs. Et nous ne laisserons pas faire. Nous rejetons totalement le fait que les militaires soient candidats aux élections. La place des militaires est dans les casernes. Leur place n'est pas à faire de la politique. La politique n'a pas à rentrer dans les casernes. Autoriser les militaires à être candidats aux élections, mesdames et messieurs, est d'une extrême gravité. Cela signifie qu'un général candidat va transformer la caserne en parti politique. Cela signifie qu'il fera des militaires des militants de son parti politique. Cela signifie que les fanfares deviendront des groupes d'animation. Et imaginons, chers frères, lorsqu'on conçoit un texte, je l'ai déjà dit, on le conçoit dans un esprit, mais attention, il y a toujours l'envers de l'esprit. Il faut imaginer que demain, 2, 3 généraux soient candidats à la même élection. Que va-t-il se produire? Le commandant en chef est candidat, le commandant en chef de la GR est candidat, il a la force de frappe de la GR. Le chef de l'état-major des Bérets Rouges est candidat, il a cette force de frappe. Le commandant en chef de la gendarmerie est candidat. Il se passe quoi dans les casernes? Et que se passe-t-il dans le pays? Je pose la question parce que ce n'est pas de la politique fiction. Actuellement au Soudan, 2 généraux puissamment armés s'affrontent. Des milliers de morts, des millions de déplacés. Des pays d'Afrique centrale et de la CEC sont concernés. Le Tchad est menacé par des millions de déplacés. On ne peut pas jouer avec le feu. Omar Bongo Ondimba, qui connaissait bien le Gabon, qui connaissait bien ce pays, et qui lui-même était militaire, il disait, les militaires n'ont rien à faire en politique. La place des militaires n'est pas la politique. Celui qui prétend être un disciple d'Omar Bongo Ondimba devrait tenir compte de cela. C'est un avertissement d'outre-tombe, cette voix d'Omar Bongo Ondimba qu'on entend. Les militaires n'ont rien à faire dans la politique. Il faut qu'ils retournent dans les casernes. Et à ce stade, Ensemble pour le Gabon interpelle à nouveau la communauté internationale. Vous ne pouvez pas accepter au Gabon ce que vous refusez ailleurs. Vous ne pouvez pas faire du Gabon un laboratoire pour accepter des dictatures militaires déguisées. Nous ne pouvons pas l'accepter. Mesdames et messieurs, les magistrats, dans leur cahier de charge, n'ont jamais demandé à faire de la politique. Ils ont un statut particulier
Et ils savent qu'un magistrat qui veut faire la politique fait une mise en disponibilité et il fait la politique. Ils ont demandé plus de moyens pour agir dans les tribunaux. Ils ont demandé plus d'indépendance pour rendre la justice librement, dignement, au nom du peuple gabonais. Ils n'ont jamais demandé à faire la politique. On veut mettre les magistrats dedans pour ne pas dire qu'il n'y a que les militaires qui sont concernés. Et on nous dit c'est à titre transitoire. Mais celui qui est élu pour un mandat, la Constitution lui donne le droit de pouvoir prétendre à un second mandat. Le transitoire s'arrêtera quand? On nous raconte des histoires. On ne peut pas l'accepter. Cela, nous le rejetons totalement, mesdames et messieurs. Sur le temps, puisque nous le savons, depuis 1993, les crises post-électorales n'ont jamais opposé des bandes de civils armés. Cela a toujours été l'armée d'un côté, les civils de l'autre. Mais en cas de crise électorale, lorsque des généraux s'affrontent, il se passera quoi? Ils sortiront les canons, ils seront dans la rue, on plonge dans la guerre. Comment un militaire peut oser faire cela juste parce qu'il veut s'incruster au pouvoir, juste parce qu'il veut violer sa parole? Et on entend les Gabonais dire, il faut qu'il soit candidat. Mais si vous autorisez quelqu'un à violer sa parole aujourd'hui, mais qu'en sera-t-il demain? À cet égard, l'histoire nous enseigne. Un écrivain gabonais que je ne citerai pas, Éric Joël Bekale, dans un de ses ouvrages, nous rappelait que le problème des dictatures, c'est qu'ils ne connaissent pas l'histoire, parce qu'ils ne lisent pas les livres d'histoire, ils ne suivent pas l'actualité. Si cet apprenti dictateur connaissait l'histoire, il saurait ce qui s'est passé dans les années 30 en Europe. Un homme politique britannique, Winston Churchill, a passé des années à mettre les Britanniques et l'Europe en garde contre le danger que représentaient Hitler et le nazisme. Je ne compare pas le CTI au nazisme, ce n'est pas le sujet. Le sujet, il est simple. Lorsque quelqu'un demande à conquérir le pouvoir, il y a une attitude. Mais si nous, Gabonais, nous acceptons aujourd'hui que quelqu'un viole sa parole, ouvertement, publiquement, ah ben, que demain on ne se pose pas la question, parce qu'il tombera sur le pays une chape de plomb. Il tombera sur le pays une chape de plomb. Et c'est clair que nous n'aurons plus le choix qu'entre trois choses: la soumission, la mort ou l'exil. Mais la résistance du peuple gabonais doit pouvoir se mettre debout. Mais c'est dès à présent. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain. Mesdames et messieurs, les militaires et les magistrats n'ont rien à faire dans la politique. Et je le dis très clairement, nous rejetons cela. Nous le rejetons parce que on ne peut pas se servir des armes du peuple contre le peuple. Nous devons choisir, mesdames et messieurs, choisir de ne pas subir, choisir de contester, choisir de résister. Le 12 avril, pour l'élection présidentielle, c'est un autre mini-coup d'État. L'État gabonais a dit aux bailleurs de fonds le retour à l'ordre constitutionnel et les élections, c'est au mois d'août 2025. Le plan de la transition est allé voir les chefs d'État de la CEAC et leur a décliné un chronogramme avec une élection prévue au mois d'août 2025. Pourquoi anticiper cela? Pourquoi avoir dit une chose à des chefs d'État et ne pas pouvoir tenir cela? Ce qu'il fait ici, en disant une chose et son contraire, il le fait même là-bas, là où il y a les grands. Il dit une chose et il fait le contraire. Le 12 avril, en pleine année scolaire, le calendrier scolaire a été publié par ce gouvernement et il n'a pas prévu d'interruption au mois d'avril. Mais lorsqu'on dit que l'élection a lieu au mois d'avril, cela veut dire que dès le mois de mars, plus personne ne travaille. Ça veut dire que dès le mois de mars, les enseignants sont en campagne. Tout le monde est en campagne, c'en est fini de l'école. Et s'il y a contentieux après les élections, mais on parle du 12 avril, voyez-vous, dans la précipitation, dans la volonté de tricher, dans l'amateurisme, ils ont publié un décret qui est nul et de nul effet. Le Gabon, c'est maintenant une élection à 2 tours. Lorsqu'on convoque le collège électoral, on le convoque pour les 2 tours. On fixe la date du premier tour et la date du deuxième tour. Même ça, ils ne savent pas le faire.
Mais la vérité, c'est que comme pour le référendum, le résultat est déjà prêt. Et ils se disent qu'ils gagneront au premier tour, donc pas la peine de fixer une date du deuxième tour. C'est de ça qu'il s'agit, mais c'est totalement nul. On ne fait pas comme ça. La rentrée des classes, dès la rentrée, on donne le calendrier scolaire. Les parents connaissent le calendrier scolaire. Les enfants connaissent le calendrier scolaire. Dans certaines écoles, on indique même le calendrier des évaluations écrites et orales. Et on sait le suivre. Nous le savons, ça se passe comme ça. Mais voici un pays en situation de transition. Et personne ne sait quel est le calendrier de sortie de la transition. Quand auront lieu les élections? On peut ruser pour faire un coup d'État. Mais une fois qu'on a rusé en trompant celui qu'on protégeait. Mais il faut maintenant être transparent et indiquer aux gens quelles sont les dates des élections longtemps à l'avance pour que les uns et les autres se préparent. Mais faire ce qui est fait là, mesdames et messieurs, ça ne trompe personne. On veut prendre les gens de court. On veut que personne ne s'organise. Mais 2023 est là pour montrer qu'on peut avoir programmé une chose et une autre se produit. Je sais, mesdames et messieurs, qu'à l'heure où je m'exprime, vous qui êtes ici présents, vous les médias et ceux qui nous regardent en direct, n'ont qu'une seule question qui taraude les esprits. Billy Benzo va-t-il y aller? C'est pour ça que vous êtes là. Je suis né le 16 septembre 1967 à Makoko. J'ai plus de 35 ans, j'ai moins de 70 ans. Je suis Gabonais, de père et de mère. Eux-mêmes Gabonais. Mon épouse, une seule. Elle est gabonaise, de père et de mère, eux-mêmes Gabonais. Et puisque certaines absurdités de la Constitution nous disent par ailleurs qu'il faudra parler une langue, ah ben je parle fan. Je me considère moi comme Gabonais. Mais la Constitution du CTRI nous dit qu'avant d'être Gabonais, on est d'abord de notre ethnie. Ça veut dire que ce qui nous identifie, c'est l'ethnie qu'on va parler. L'ethnie que je parle m'identifie. Et donc, ce que chacun parle, identifie chacun. Je parle fan, je suis fan. Celui qui ne parle pas fan n'est pas fan. C'est pas moi qui le dis, c'est leur constitution. Mon parcours politique. J'ai démissionné du Parti démocratique gabonais le 19 novembre 2024. Au 12 avril, ça fera plus de 4 mois. Et je ne suis donc pas concerné par l'élimination du fait d'avoir quitté tardivement le parti. Mesdames et messieurs, mon parcours politique, de ministre délégué à Premier ministre,
je n'ai brûlé aucune étape. Et avant cela, j'ai travaillé dans les administrations et les cabinets. Je connais la présidence de la République et son fonctionnement. Je connais le fonctionnement de l'État, ministère après ministère. Le ministère de l'Énergie m'a permis de sillonner le Gabon encore une fois, de long en large. Je connais la situation de nos pays. Je connais le fonctionnement du Parlement. J'ai été élu 2 fois député de Makoko. Et dans ce parcours, j'ai appris à connaître les Gabonaises et les Gabonais. Au regard de tout ceci, je pense que dans le parcours de chacun, arrive un moment où il faut se décider. Je mesure les attentes que je lis sur les visages. Je mesure aussi les attentes qu'il y a au-delà de cette salle, de ceux qui nous regardent en direct. Aller à la rencontre de son destin dans une relation complexe à un peuple qui a tant de choses qui lui ont été refusées. Aller à la rencontre de son destin lorsque, comme moi, j'ai participé à un système. Et hélas, je n'ai pas pu faire en sorte que certaines choses ne se produisent pas. Je le déclare. Oui, j'ai été là. Je prends ma part de responsabilité. Et j'aurais pu peser davantage. Je n'ai pas pu. Je le regrette. Mais durant ces 15 mois qui viennent de s'écouler, j'ai fait mon chemin de Damas. Je me suis assis et je me suis interrogé. Et avec mes amis d'Ensemble pour le Gabon et avec d'autres compatriotes, nous regardons notre pays avec lucidité. Entre les anciennes d'hier, qui sont reprises à l'infini, et la réalité de notre peuple, il nous faut trouver un chemin. Nous devons travailler à en finir avec ce système qui refuse de mourir et qui est à ressusciter sous les traits du CTRI. Nous devons travailler à unir les hommes et les femmes de ce pays, les notables, les jeunes. C'est un combat que nous devons mener. Ce n'est pas un combat que nous devons laisser à nos enfants. Nos enfants n'ont rien à faire. C'est à nous de nous battre. Puisque les militaires ont trahi leurs promesses de changement et de restauration des institutions, nous devons prendre notre destin en main et l'assumer pleinement. Mesdames et messieurs, je ne me déroberai pas. J'ai la maturité pour être en capacité de présenter un projet alternatif. Mais je regarde avec lucidité par ailleurs la situation du pays et la manière dont le CTRI s'organise pour voler les élections. La décision à prendre nécessite une réflexion approfondie entre la volonté d'incarner une alternative possible, la volonté de constater où en est le pays, le changement à apporter,
Merci, mesdames et messieurs, puisque les journalistes ici nous font des questions. Pardon? Y a-t-il quelques expressions des journalistes? Oui. Voilà. Monsieur le Premier ministre, bonsoir. Charles-Stéphane Leroux, journaliste correspondant d'Initiative. Oui, effectivement, vous rejetez sur le code électoral. Au moment où l'on annonce effectivement le processus, quel autre moyen disposez-vous justement pour intervenir? Je vous ai indiqué que la stratégie du coup d'État permanent et du fait accompli adopté par le CTRI a ses limites. Je sais, j'entends les compatriotes me dire mais oui, c'est déjà joué d'avance. Et on me dit, mais est-ce que tu n'as pas vu comment ça s'est fait au référendum? Mais parlons du référendum. 71% de taux d'abstention. C'est ça la réalité du référendum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui se fait là est illégitime. Vous avez d'abord un parlement illégitime. Je l'ai dit, transition, trahison. Ils ont adopté un code électoral au garde à vous. Il n'y a aucune légitimité à ça. J'entends des gens qui défendent ce code électoral en disant c'est une grande avancée. C'est une avancée significative. C'est le meilleur code qui ait jamais existé, j'entends ça. Mais les mêmes disaient la même chose du précédent code. Vous me dites quelle autre action allez-vous entreprendre? Vous savez, moi je ne crois pas à la violence. Je n'y crois pas du tout. Mais je crois à l'intelligence des Gabonaises et des Gabonais. Et je dis encore une fois, le président du CTRI n'a pas à être candidat. Et ce code électoral, tel qu'il est, l'autorise à être candidat. Et donc c'est un code qui ne correspond pas, d'une part, à la volonté des populations gabonaises, d'autre part, à la réalité de sa propre charte de la transition, qui a clairement dit que ceux qui ont été ministres et membres des institutions de la transition ne peuvent pas être candidats. Il a été ministre de la Défense et ministre de l'Intérieur pendant 3 mois. Il ne peut pas être candidat. Première chose. Deuxième chose, ce code, même si c'est le frère du président qui est président de la Cour constitutionnelle, nous allons engager toutes les actions possibles, mais cette Cour, j'y crois pas. Elle est à récuser. Vous entendez une Cour constitutionnelle qui vous dit que les élections seront libres. Ce n'est pas le rôle de la Cour de le dire. Ce n'est pas son rôle. Mais chacun a encore les vidéos et les photos du président de la Cour et du président de la transition allant régler leurs problèmes de famille à Oyenne. Et donc, de ce point de vue. Et ensuite, je vous ai indiqué que je répondrai dans quelques jours, quelques semaines, lorsque j'aurai mûri ma réflexion. 1993, le ministère de l'Intérieur a organisé les élections. Il pensait avoir tout verrouillé. Mais en 1993, il s'est passé quoi? Madame Bruningon, gouverneur de l'Estuaire, n'avait pas encore fini de dépouiller que le ministre Boumiakou a été mis dans un blindé pour aller proclamer des résultats tronqués. C'était ça, 93. Mais plus près de nous, encore une fois. Et l'histoire récente montre qu'il y a toujours le grain de sable qu'on n'a pas prévu, mais que le destin amène. Et donc quand on pense avoir tout verrouillé, attention au grain de sable. Et ce grain de sable existe. Et c'est le destin qui l'amène. Et il sera là, le grain de sable. Vous en faites pas. Est-ce qu'il y a encore une question? Mais vous m'avez dit qu'il n'y a plus de questions. Désolé, monsieur le Premier ministre, qui vient de dire du journal de Naouja. En même temps, vous dites être prêt. En même temps, vous faites un constat alarmant concernant la liste électorale, concernant
le code électoral concernant la clarté des militaires en politique. Quelqu'un m'a rappelé tout à l'heure que c'est le véritable qui est vie d'histoire. Et le PDG a souvent organisé les élections pour les perdre. Les militaires ont pris le pouvoir, pensaient qu'ils vont laisser le pouvoir, alors pour même faire le constat qu'ils roulent en PX, que certains sont devenus élus sur le pays. Est-ce que c'est pas perdu d'avance en y allant, même si vous n'avez pas dit? Le pays ne perd jamais et le peuple ne perd jamais. Avec le peuple, c'est toujours qui perd gagne. Et ça dure le temps que ça dure. Le peuple finit toujours par gagner. Et moi je vous le dis, la vérité de cela, c'est que le Saint-Thierry est une usurpation. Et ce qui est une usurpation ne prospère pas. C'est une usurpation. Et je vous dis, encore une fois, moi je suis prêt. Vous me demandez, oui, mais les règles du jeu. Oui, mais une équipe, elle est prête. Après, il y a la compétition. Ces règles du jeu-là, elles sont ce qu'elles sont. Mais ces règles du jeu-là, elles peuvent changer. Elles peuvent changer. Et je vous dis, je vous le dis, ces règles du jeu ne peuvent pas rester ça. Elles vont changer. Elles ne peuvent pas rester ça. Elles vont changer. Oui. Oui, ce qui renforce ma question, monsieur le Premier ministre. Bonjour, Stéphane Buvier, la Télémobile. Même si selon vous, le code électoral proposé par le CTRI donne la possibilité au président actuel, président de la transition, de se présenter et de se porter candidat, sa candidature n'est pas encore officialisée. Maintenant, si le président décide d'être candidat, est-ce que M. Alain Koudizé pourra renoncer à sa candidature, ou bien vous allez quand même y aller, en tenant compte bien sûr des règles du jeu, si ces règles ne changent pas? Voilà. Si les règles demeurent les mêmes, serez-vous candidat malgré la candidature du président de l'État? Sa présence ou pas ne fait pas partie de l'équation de ma réflexion. Vous voulez renforcer la question? Alors, vous évoquiez le fait que le calendrier a été amené au 12 avril pour l'élection du président de la République. Tout à l'heure, en conférence de presse, le ministre de l'Intérieur a apporté des explications là-dessus, en mettant en avant le fait que le pays est sous la charte des fonds et par des bailleurs de fonds. Est-ce que vous comprenez cet argument? Merci. Je ne sais pas. Lorsque le 31 décembre 2023, le président du CTRI a prononcé un discours mais triomphal. Il a dit quoi? Il a dit en 4 mois, nous avons réglé la dette et la signature du Gabon a été rétablie. Nous avons à nouveau la confiance des bailleurs internationaux. C'est ce qu'il a dit, je le cite peut-être. Mais je vous rappelle que les bailleurs ont continué à accompagner le Gabon. Les tirages ont continué à se faire. La Banque mondiale a continué à verser ce qu'il avait versé. De même que la BAD. C'est parce que le Gabon ne paye pas ses dettes qu'ils ont fini par arrêter. Première chose. Deuxième chose, quand ils ont fait le calendrier jusqu'au mois d'août, ils ne savaient pas qu'il y avait les bailleurs de fonds. Ils les ont pourtant reçus, ils les ont rencontrés, ils ne savaient pas qu'ils existaient. Ce n'est pas une excuse. La vérité aujourd'hui, je vous l'ai dit, tel que je vois les choses, c'est que le CTRI est en chute libre dans l'opinion. Les chantiers sont à l'arrêt partout. Ceux qu'ils ont promis ne se réalisent pas. Les enfants sont mis à la porte dans des pays étrangers parce qu'ils n'ont pas de bourse. Et ils ont promis de payer les rappels de solde. Ils n'ont payé qu'un tiers à un tiers de personnes. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, ce qui a été promis n'a pas été réalisé et qu'ils ont peur qu'en continuant avant l'élection, que ça ait de mal en pire. Et donc, on tente d'anticiper avant que la bourrasque arrive. Mais la crise sociale est déjà là. Et ensuite, troisième chose, moi je vous le dis très clairement,
Et ce que je dis n'est pas contestable, puisque le président du CTRI l'a répété à des personnalités étrangères. Lorsqu'il m'a fait l'honneur de me recevoir, juste après le coup d'État, je lui ai dit qu'il fallait faire une transition courte, 6 mois, renouvelable une fois. Il fallait 12 mois de transition pour aller vite. Ils ont fait le choix en disant il faut réformer les institutions, ça prend du temps, il y a un dialogue à organiser, il y a ceci à faire, il y a cela à faire. Ce sont eux-mêmes qui ont choisi ce calendrier, qu'ils ont soumis à la CEAC pour lever les sanctions contre le Gabon. Ils ignoraient à ce moment-là qu'il y avait évalué le fonds. Donc ça là, ce n'est pas une excuse. Et puisque vous étiez à sa conférence de presse, pourquoi avoir fixé seulement le 12 avril et pas la date du deuxième tour? Ça aussi c'est évalué le fonds. Il vous a dit pourquoi? Non, vous n'êtes pas son porte-parole, je sais. Non, la vérité, elle est là. C'est qu'on tente de prendre les adversaires de court, on tente de faire en sorte que personne n'ait le temps de s'organiser, on tente de faire en sorte qu'avant que la catastrophe ne soit visible par tous, et que toute la mythification qui a été faite ne disparaisse totalement, on aille très vite. À Oyem, les chantiers sont à l'arrêt. Vous le savez. À Franville, c'est à l'arrêt. Vous le savez. On a fait beaucoup d'escomptes sur le camp Makokou. J'avais dit que c'est nous qui avons payé cela. Mais aujourd'hui, vous trouvez un engin ici, un engin 15 km plus loin, un autre 30 km plus loin. Mais parce que, comme disent les Chinois, petit argent, petit travail, ils sont plus payés. Et donc, c'est ça la réalité. Et il vous dit quoi sur l'année scolaire? L'année scolaire, dans les lycées et collèges de Libreville, on évalue les enfants dans les salles de classe où parfois sur 12 matières prévues, ils n'ont eu que 4 enseignants. Et on a des bulletins avec non évalués, non évalués, non évalués. 8 matières non évaluées sur 12, on donne un bulletin à un enfant. Et avec ça, on fait les élections en pleine année scolaire. Depuis 1993, toutes les élections au Gabon ont lieu au mois d'août. Pourquoi? Parce que avril, c'est la saison des pluies. Pourquoi? Parce qu'il faut que les gens travaillent, il faut que les enfants aillent à l'école, mais parce qu'ils veulent le pouvoir, ils sont prêts à perturber l'année scolaire. Ça ne leur dit rien du tout, l'avenir des petits Gabonais. Parce qu'ils veulent leur pouvoir. Et ça, nous disons non, ce n'est pas acceptable. Après, vous avez raison. On me dit souvent, mais face aux armes, vous pouvez faire quoi? C'est une grande question. Effectivement, personne n'a envie d'aller se suicider. Personne. Mais je vous rappelle que l'une des raisons pour lesquelles la communauté internationale a regardé avec bienveillance le coup d'État militaire au Gabon, c'est qu'ils ont eux-mêmes dit qu'ils l'ont fait sans effusion de sang. Donc là, maintenant, ils vont se maintenir par les effusions de sang. Est-ce que la CPI a disparu? Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas tirer parce qu'ils ne voulaient pas aller à la CPI. C'est ce qu'ils ont dit. Est-ce que la CPI a disparu? On a révisé le traité de Rome. Le Gabon est sorti du traité de Rome. Non. Et moi, je dis aux Gabonaises et aux Gabonais, c'est l'homme qui a peur. Vous voyez, quand je m'exprime comme ça, et j'entends les gens dire, ah ouais, mais il est dans le jeu du CTRI, il est avec Oligny. On me connaît si mal que ça. J'ai toujours assumé mes choix politiques. Si j'avais voulu travailler avec le CTRI, je l'aurais fait. Mais je ne travaillerai pas avec le CTRI. Et je n'ai rien à voir avec Oligny. C'est un compatriote, il dirige l'État, il est président de fait. Et donc, en tant que président de fait, je suis citoyen gabonais. S'il veut qu'on se rencontre, on se rencontre. Mais je ne suis dans aucune discussion, aucune négociation, aucun jeu avec qui que ce soit. Je suis assez grand. J'ai servi Paul Mbabessol. Depuis que nous nous sommes séparés, je n'ai jamais dit du mal de Paul Mbabessol. Jamais. Personne ici ne peut dire qu'il m'a entendu tenir un discours contre Paul Mbabessol. J'ai servi Omar Bongo. J'ai servi Ali Bongo. J'ai bien le droit de dire qu'aujourd'hui, je suis assez grand maintenant pour commencer à proposer aux Gabonais un chemin alternatif que je porte. Je ne suis pas contraint toute une vie de servir quelqu'un. S'il y en a qui en ont fait un destin, c'est leur choix. Bien. Je crois qu'on sait beaucoup parler. Ah, dernière question.
Merci, Monsieur le Premier ministre. Christy Bwanga de Alpha Télévision. Dans votre allocution, vous vous êtes décrit comme Gabonais de père et de mère, marié à une femme gabonaise, de père et de mère. Cela fait partie des quelques critères que l'on demande aux candidats pour les élections présidentielles à venir. Vous avez aussi dit que vous étiez prêt, mais ensuite vous avez dit qu'on peut prévoir quelque chose et quelque chose d'autre se produit. C'est vrai que vous avez prévu de ne pas nous donner votre position aujourd'hui. Nous souhaitons que quelque chose d'autre se produise en nous disant ceci. Je pose la question, est-ce que vous serez candidat à l'élection présidentielle? C'est bien d'essayer. C'est bien d'essayer. C'est vraiment la question du jour en réalité. C'est la question du jour. Non, je ne suis pas Gabonais de père et de mère parce que c'est les critères. Je le suis parce que je le suis. Je n'ai pas choisi, c'est comme ça. J'ai plus de 35 ans, j'ai moins de 70 ans, c'est pas moi qui ai choisi, c'est le destin. Et quand la pierre du destin est en marche, ouais, c'est comme ça. C'est comme ça, on ne sait pas. Je n'ai pas non plus épousé ma femme en pensant que la Constitution allait être modifiée et changée. C'est comme ça. Et quand j'ai quitté le PDG, je ne savais pas qu'ils allaient fixer au 22 mars. Parce que c'était la date initialement prévue. Le 22 mars. Et comme ça a fuité, et vous savez que le 22 mars, c'est parce qu'ils pensaient que j'avais démissionné le 22 novembre. Quelqu'un n'avait pas informé. Mais c'était le 19 novembre, quelques jours avant seulement. Donc le 22 mars, c'était aussi pour le ciseau. Mais on passe à travers les mailles défilées. On verra ce que demain nous donnera. Il ne faut pas jouer avec le pays. On sourit parce qu'on est bien. Mais pendant qu'on sourit ici, à l'hôpital d'Angongé, au CHU d'Angongé, les femmes ne peuvent plus accoucher parce que les gens n'ont plus matériel. Pendant qu'on sourit là au CHU de Libreville, hôpital général de référence, les urgences ne fonctionnent quasiment plus. Les parents sont obligés de tout amener. C'est ça, les 16 mois du CTI. Et vous aurez remarqué qu'au début, c'était en 4 mois seulement on a fait ci. En 4 mois seulement on a fait ça. Ça a disparu. Ils disent plus ça. Parce que la réalité, la gestion de l'État les a rattrapés. Et que là maintenant, bon bah, on s'en va voir quelqu'un qui a une réputation sulfureuse en disant prête-moi l'argent. Parce que sous prétexte de développement rural. Mais quand on sait ce que cette même entité a eu comme dégâts au Brésil et en Côte d'Ivoire, dans la déforestation notamment, je ne sais pas comment on fait ça. On nous a parlé d'Assala. J'aimerais bien savoir aujourd'hui le rapport d'Assala objet de l'État et combien d'emplois ont été créés. Mais ce que nous savons, c'est que 2 années de pétrole ont été gagées. Et que le trader suisse en question, Gunvor, a été condamné par la justice suisse pour corruption. Voici à qui nous avons confié le pétrole, quelqu'un qui est condamné pour corruption. Voilà la gouvernance du CTI. Elle est là. Et toutes ces choses-là, la seule réponse c'est, avant c'était pire, mais allez me chercher ce qui était pire. Voilà. Donc vous avez bien posé la question, vous avez bien essayé. Mais je vous ai dit, j'ai le temps de la réflexion et lui ne fait pas partie de l'équation de la réflexion. Merci d'être venu et bonne fête d'après-midi. À très bientôt.